Bonjour à toutes et à tous, c'est Pyrrhux. Aujourd'hui on est parti pour une vidéo un petit peu HS, comme d'habitude j'aime bien faire des vidéos un petit peu HS, toujours centrées sur le manga, sur le coup. Depuis peu donc je me suis intéressé à la langue japonaise, au son japonais, à l'écriture japonaise, donc j'apprends un petit peu comme je peux, grâce à l'aide d'une personne qui a fait du japonais depuis 8 à 10 ans, donc si vous connaissez de nom, pseudo Eveling, voilà, il m'apprend un petit peu comment certains mots sont écrits, comment écrire, etc. avec les hiragana, les katakana et bientôt les kanji. Enfin bref. Et du coup, je voulais m'intéresser un petit peu sur la signification de certains prénoms et noms de famille de personnages connus dans l'univers manga. Je me suis dit pourquoi pas vous faire une vidéo en vous parlant de ça. Donc on a fait quelques recherches ensemble et on s'est dit ouais, il y a moyen quand même de faire un truc un peu sympa, et pour montrer aussi surtout que certains auteurs ne se cassent pas trop le cul pour former leurs personnages. Et d'autres par contre un petit peu plus quand même, et du coup je me suis dit pourquoi pas vous en faire part. J'ai choisi 5 mangas qui sont vraiment connus. Si ça vous plaît vraiment cette vidéo, je pourrais faire sur des mangas moins connus, du coup sur des mots qui pourraient être encore plus intéressants. Mais du coup là, j'ai fait sur 5 mangas qui sont pour moi assez connus. J'ai pris donc Naruto, Bleach, Hunter x Hunter, ou Hunter Hunter, Dragon Ball et Fairy Tail. J'ai pas pris One Piece parce que One Piece a trop de noms en anglais, enfin au niveau du personnage principal et ses amis de l'équipage. Du coup je me suis dit bon, ça sert à rien de prendre One Piece sur le coup, peut-être plus tard s'il y a des personnages un petit peu secondaires qui peuvent être intéressants, je sais pas. Mais du coup j'ai pris 5 mangas, j'ai pris ces 5 là, il y a 2 personnages par manga, et je me suis dit pourquoi pas vous faire ça, ça peut être vraiment intéressant. Et puis du coup peut-être je vous apprends des trucs, peut-être pas, mais c'est pas grave, ça c'est vous qui saurez, et vous me direz quoi. On va commencer sur quelque chose qui peut-être vous connaissez vraiment quasiment tous, je pense, c'est Naruto. Donc j'ai pris Naruto bien sûr, et Sasuke, on va rester sur les choses qu'on connaît bien, et pour ceux qui débarquent sur la vidéo, qui ne connaissent pas trop les mangas, au moins ils sont pas trop perdus, je trouve que ça peut être vraiment intéressant. Il faut savoir donc que pour écrire un mot, un prénom, un nom, etc., on peut l'écrire de 3 manières, c'est-à-dire soit en hiragana, c'est-à-dire que le mot est d'origine japonaise, soit en katakana, c'est-à-dire que le mot est d'origine étrangère. Soit les deux en même temps, soit en kanji, c'est-à-dire avec des symboles. Les symboles qui, du coup, peuvent dire beaucoup de choses. Un ou deux symboles kanji peuvent dire une phrase complète, peuvent dire 2-3 mots, etc. Donc c'est vraiment plus profond d'avoir des mots, des prénoms qui ont un kanji. Et aujourd'hui, je vais vous montrer quels personnages sont dotés de kanji, du coup sont plus intéressants que ceux qui en ont pas, parce que justement, ceux qui en ont pas sont écrits en hiragana ou katakana, et c'est juste des sons. Et donc c'est dommage. Voilà, si je commence avec Naruto Uzumaki est écrit donc en moitié hiragana et en moitié katakana. Naruto donc vient du mot Narutomaki, qui lui est écrit par contre en kanji. Je vous mettrai de toute façon tous les kanji, etc. Je vous les mettrai pour que vous puissiez comparer ce que c'est les formes, les signes, ça peut être intéressant, peut-être que certains s'intéressent un petit peu. Les Narutomaki, donc je pense que vous savez ce que c'est la décoration culinaire que vous trouvez, c'est un petit peu des petits, c'est un poisson cuit à la vapeur, et puis sur ce petit truc, vous avez, vous savez, le tourbillon. Et justement, Uzumaki veut dire tourbillon, justement. Et donc voilà, tout simplement, c'est magique, Naruto Uzumaki a été créé ainsi. Et vous verrez que donc le tourbillon en japonais existe comme nom, du coup c'est écrit en hiragana. Maintenant, tourbillon peut aussi être écrit en kanji, vous verrez, c'est plus court, c'est juste en deux, je crois, 2-3 kanji, et du coup, ça peut être plus intéressant à vue d'œil, quoi. Mais donc voilà. Si je prends Sasuke maintenant, Sasuke Uchiwa, donc il a un nom de famille quand même. Sasuke, c'est pas compliqué, oh, ça arrive magnifique. Il vient du célèbre ninja Sarutobi Sasuke. Donc Sasuke s'écrit donc Sasuke 300, voilà, c'est très simple, c'est du katakana, y a pas de souci, c'est vraiment, il s'est pas cassé le cul. Et pour le Uchiwa par contre, qui veut dire tout simplement éventail en japonais, c'est aussi écrit ici en hiragana. Donc on a moitié katakana, moitié hiragana, c'est sympa, ça fait un mélange un petit peu dans la manière d'écrire, même si moi j'aurais aimé avoir des kanji à la place. Donc ici, le éventail est le symbole donc, du clan Uchiwa, forcément. Donc c'est très logique qu'il s'appelle Uchiwa, et d'où ça vient, donc c'est normal. Le Ha de Uchiwa, parce qu'on dit Uchiwa, mais c'est Uchiha aussi, dans le sens que il peut se prononcer de deux manières, selon certaines conditions, etc. Je les connais pas, donc je peux pas vous expliquer vraiment en détail. Mais du coup, c'est normal que des fois vous voyez écrit Uchiwa avec un WA, et des fois Uchiha, parce que ça peut se dire dans les deux cas, dans les deux manières. Donc voilà, si jamais vous vous posiez la question, c'est normal. Maintenant, on va passer sur un manga que vous connaissez très bien.
c'est Dragon Ball. Dragon Ball qui possède plein de noms, hein, en passant de Son Goku, Goku, Kakaroto, Carotte, Cachalot en français même, hein, je vous jure, Cachalot en français sur la série animée, c'est assez dégueulasse. Si on prend Son Goku, donc c'est le mot on va dire de base, et qu'on le déforme un petit peu, même si bon il s'appelle aussi en anglais Kakaroto qui vient de carotte, etc. Mais je trouve que Son Goku est plus sympa à analyser. Son Goku peut être écrit donc avec 3 kanji, donc 3 symboles. Le premier symbole qui veut dire petit-fils, je vous les mets, hein, vous inquiétez pas, petit-fils, et là ça fait référence justement du coup à son grand-père Sangohan, qui était donc Goku était son petit-fils forcément, et le deuxième qui veut dire ciel, donc là on peut dire aussi que ça peut avoir un sens, dans le sens où Goku est tombé de l'espace, donc du ciel, il est arrivé du ciel quoi, sur la Terre, et le troisième qui veut pas forcément dire grand-chose, réaliser, comprendre. Voilà, donc vous voyez, en splittant certains kanji, on peut découvrir vraiment des choses intéressantes. Maintenant, ce qui Toriyama a fait de plus que d'autres, c'est qu'il allait plus loin. Lui, il a carrément, on va dire, pris référence à un personnage d'une autre œuvre. Cette œuvre s'appelle en français la Pérégrination vers l'Ouest. Et justement, dans cette histoire, on a aussi un Son Goku, enfin en japonais il s'appelle Son Goku, en chinois il s'appelle Son Wukong, un truc comme ça. Mais c'est les mêmes quoi, ça veut dire la même chose, Son Goku. Et du coup, en français, il s'appelle le roi des singes, là vous allez me dire, mais c'est normal, ils sont les deux, voilà. Et du coup, si je vous lis un petit peu la définition de comment a été décrit ce personnage dans l'œuvre, donc vous verrez, c'est quasiment comme Goku. Doué de parole et de conscience, il est connu pour sa force, sa rapidité et ses pouvoirs magiques extraordinaires, mais également pour son naturel espiègle et son passé d'irrépressible trouble-fête. C'est exactement la définition de Goku. Là on se dit voilà, Toriyama il a fait un petit peu plus loin, il allait un peu plus loin et tout ça, et même le personnage en lui-même, il a un bâton, etc. Vraiment comme Goku dans les premiers... Enfin dans le premier... Enfin quand il était plus jeune quoi, c'est vraiment lui quoi, c'est assez marrant de voir ça. Donc voilà. Par contre, sur Vegeta, c'était un petit peu différent, dans le sens où il n'est pas allé chercher très loin, sur le coup. Faut savoir que Vegeta vient du mot complet Vegetable, donc ça qui veut dire légumes, enfin vegetables en anglais et légumes en français. Et du coup, ce qu'il a fait tout simplement, c'est qu'il s'est dit, vu que Vegeta aura un frère, on va faire en sorte de splitter tout simplement le mot légumes en deux. Voilà, donc Vegetable, c'est venu Vegeta et Bulu, qui veut dire, enfin Tabulu, qui veut dire table, son frère quoi, tout simplement. Donc c'est pour ça que je vais vous le montrer, hein. Le mot légume en japonais qui s'écrit en katakana, vous verrez que le Vegeta, c'est vraiment la même partie que ce qui est écrit dans le mot légume. Et table, donc tabulu, le frère, c'est vraiment l'autre partie. C'est vraiment drôle, du coup il s'est vraiment pas fait... Il s'est moins fait chier on va dire sur celui-ci que sur Goku. Mais donc voilà, pour Dragon Ball. Si maintenant je passe sur un autre manga qui s'est moins cassé le cul aussi... C'est bien sûr sur Hunter x Hunter. Alors, déjà l'auteur on le connaît bien, il est très très flemmard, d'ailleurs là je crois qu'il a carrément terminé Hunter x Hunter dans le sens où il fait plus rien, il fait son flemmard de ouf. Mais, concernant les personnages, qu'est-ce qu'on peut en retirer? J'ai donc pris Gonfrix et Killua Zoltik comme personnages à analyser un petit peu. J'aurais peut-être pu prendre Hisoka, je pense qu'il y avait plus de choses à faire avec lui, mais bon, je me suis dit, je prends deux personnages un petit peu comme les autres, quoi, le rival, etc., ou un ami proche. Le Gonfrix, donc, Gon ne veut rien dire. Voilà, déjà, faut savoir ça. Et concernant Frix, en fait, en japonais, ils disent pas Frix, hein, ils disent Furikosu. Et du coup, Furikosu, ça veut pas vraiment dire quelque chose en japonais, et du coup il faut rester vraiment dans l'anglais, et trouver un mot qui pourrait ressembler à Frix. Et le seul mot qui ressemble à Frix, c'est justement Frix, qui veut dire phénomène, ou farfelu. Quand t'es une personne farfelue, t'es une personne qui est Frix. Et donc, tout ce qu'on peut en tirer de Gonfrix, c'est que, c'est vrai qu'il est farfelu, c'est une personne c'est un phénomène, on peut le dire, hein. Gon il est marrant. Et dans ce qu'il fait, donc comment il réfléchit, etc., il est très spécial. Et du coup, ça représente bien le personnage, mais du coup on peut... Et donc on se dit, bah là, ça va pas très loin. On s'arrête là, quoi, c'est vraiment, il y a juste ça. C'est juste de l'anglais déformé en jap, et voilà, c'est tout. Idem pour Killua. Killua, donc son prénom, vient... donc Killua Zoldyck, c'est un personnage qui vient d'une famille d'assassins. Le gars, il s'est dit quoi? Il s'est posé quoi? Il s'est dit, bon, qu'est-ce qu'ils font les assassins? Ils tuent, donc on va l'appeler tuer, plus un petit mot à la fin, et ça sort Killua. C'est exactement ça.
Il s'appelle donc Kill, et en japonais, vu qu'il n'y a pas de L, il n'y a que des R à la place des L, ils sont obligés d'ajouter un petit truc à la fin, donc ils ont ajouté un wa, c'est juste pour japoniser le mot, c'est pour ça qu'on l'appelle Killua. Et pour le Zoldyck, bah alors là, il y a encore moins, c'est un peu comme Gon, on sait pas trop en fait. Si on a envie de traduire de manière littéraire, un petit peu phonique, ou je sais pas comment expliquer ça, mais on pourrait ressortir Sol, donc de Zolu, Sol, et Diku, la queue. Maintenant, Sol et queue, je vois pas le lien, l'intérêt de tout ça, donc pour moi, il y a vraiment rien. Maintenant, si vous avez quelque chose à ajouter ou à me dire, n'hésitez pas, parce que franchement, je serais vraiment intéressé de savoir, parce que là, franchement, on n'a rien trouvé. Mais je voulais vous montrer quand même pour vous dire et vous confirmer que pas tous les auteurs se font chier à traduire, à trouver des histoires, des relations avec des personnages qui ont existé, ou etc., ou pas du tout, ou selon des contes. Mais là, vraiment, c'est rien. Là, c'est vraiment juste des déformations de l'anglais pour donner un truc un peu japonais, et voilà. Maintenant, restons dans le même délire, je vais vous garder Bleach sur la fin parce que Bleach c'est beaucoup plus intéressant dans le sens vraiment. Je vais enchaîner avec Natsu, avec Fairy Tail du coup, oui, Natsu et Erza, j'ai pas pris Grey parce que Grey c'est beaucoup trop anglais. Enfin, Grey full booster quoi, c'est beaucoup trop anglais. Du coup, j'ai pris Natsu et Erza qui pourraient, c'est déjà un peu plus japonais, un peu, hein, alors un peu. Si je commence avec celle qui a moins de choses à raconter, c'est Erza Scarlet. Donc là on se dit, bon, en japonisant tout ça, elle s'appelle Eruza Scarlet. Donc tu vois, déjà c'est stylé en japonais, hein, c'est cool. Mais maintenant, Eruza, en fait, c'est bêtement Elsa en japonais, quoi. C'est juste ça. Donc il y a rien. Là aussi il y a rien. On se dit, mais merde, quoi, il y a vraiment rien. Et pour Scarlet, donc pour Scarlett, Scarlett, en fait, en anglais, ça veut dire tout simplement écarlate. Et comme l'a dit l'anime et comme l'a dit le manga, il me semble, les deux l'ont dit, elle l'a expliqué même, je crois, Erza elle-même, dans les deux, ça vient en fait de sa couleur de cheveux, tout simplement, qui est rouge écarlate. Tout bêtement, voilà. Donc là, Erza, on peut se dire que voilà, c'est un personnage qui a un nom et un prénom qui sont juste par rapport à comment elle est. Ça arrive aussi, on peut aussi voir comme ça les personnages. Il y en a que c'est par rapport à un verbe, un c'est par rapport aussi à une apparence, à un truc sur le corps. Du coup là, c'est les cheveux qui sont écarlates, du coup elle s'appelle Scarlett. Voilà, tout simplement. Et je vous mettrai aussi les katakana et tout ça. C'est tout écrit en katakana, hein, le Fairy Tail. Donc voilà. Maintenant, quelque chose d'intéressant, c'est son Natsu Dragnir. C'est beaucoup plus intéressant dans le sens où Natsu, en fait, ça veut dire normalement été, hein, Natsu. Sauf que Natsu ici n'est pas écrit en kanji, parce que l'été, ça s'écrit normalement avec un kanji précis, je vous vais le mettre. Sauf que Natsu, lui, non, c'est pas ça. C'est genre deux katakana. Il me semble, oui, c'est deux katakana. Et du coup, voilà. Là, ce qui est intéressant, c'est que l'auteur a écrit un autre manga, donc Rave, il s'appelle. Et le héros s'appelait Haru. Et Haru, en japonais, veut dire printemps. Et là aussi, Haru n'est pas écrit avec le symbole, le kanji, du printemps. Donc là, la question que je me pose, c'est pourquoi il a pas choisi de mettre le kanji. Moi, je me suis dit, d'un côté, c'est peut-être parce que sur les autres personnages, il n'en mettra pas. Mais je trouve ça un peu dommage, parce que les kanji sont vraiment très jolis, et ça aurait été sympa, parce que du coup, printemps, été, ça aurait eu un lien, les deux. Enfin, il a fait ça pas pour rien, quoi. Qu'il ait appelé printemps et l'autre été, enfin, je veux dire, il y a forcément un lien. Et donc voilà. Et pour le nom de famille de Natsu, donc, qui se dit en japonais plus joliment Doraguniru, un truc comme ça, il y a idem, pas beaucoup de choses à dire. Même en divisant, le problème c'est que tout en katakana, comme je vous l'ai dit, c'est que des sons, du coup, des fois ça forme des mots, des fois pas. Et là ça forme aucun mot. Tout ce qu'on peut se dire, c'est que on peut supposer qu'il y a le mot dragon dedans, enfin Doraguniru, tu vois. Il y a un espèce de mot dragon qui est déformé. Mais voilà, après c'est clair que ça vient de dragon, parce que Natsu s'est fait élever par un dragon et tout ça, donc c'est bon. Natsu aussi, il a le pouvoir du feu, donc été, c'est normal aussi. On se dit c'est normal. Sauf que là, il y a quelques quand même incompréhensions. On sait pas pourquoi l'auteur a fait ce choix de pas mettre le kanji sur Natsu par exemple. Et voilà, je trouve ça un peu dommage. Mais là, voilà, c'est déjà quand même légèrement plus poussé que Hunter x Hunter, où là c'était juste des verbes ou des... Ouais, c'est juste par rapport à un verbe, par rapport à un mot. Là, il y a quand même ça va un peu plus loin. Il y a quand même le mot été sur Natsu a un lien quand même sur le personnage. Idem pour Erza. Donc voilà.
Maintenant, on va passer sur la partie plus intéressante, parce que c'est... Il n'y a pas que celui-là, je pense qu'il y a aussi Gintama qui utilise les kanji, mais je ne suis pas intéressé à Gintama. Mais dans Bleach, en tout cas, l'auteur s'est cassé beaucoup plus le cul, dans le sens où il allait chercher plus loin. Il a fait des recherches plus poussées. Et je vais vous parler donc de Ichigo Kurosaki et de Ishida Uryu, deux personnages qui sont très importants dans l'histoire, même de Bleach. Voilà. Il faut savoir que Ichigo Kurosaki, donc est formé d'un prénom et d'un nom de famille. Si je vous parle donc du prénom Ichigo, si on dit Ichigo, vous me dites fraise, ok. D'ailleurs, dans le premier tome de Bleach, il s'appelle clairement The Death and the Strawberry. Donc la mort et la fraise. La fraise donc qui signifie que c'est Ichigo quoi. Il est représenté comme ça. Maintenant, il faut aller plus loin que ça, faut pas s'arrêter ici. Ichigo, on peut aussi le couper en deux, donc Ichi qui veut dire 1 et Go qui veut dire 15. Vous allez me dire, qui veut dire 5, pardon. Et quand vous mettez le 1 et un 5 à côté, hein, ça fait 15. Maintenant, Ichigo, ça veut pas dire 15, mais si vous mettez un 1 et un 5 à côté, ça fait 15. Vous voyez le truc. Pourquoi je vous dis ça? Ichigo, au début de son aventure, a 15 ans. Il est né le 15 juillet. Et le numéro de sa porte de chambre est le 15. Voilà. Donc, déjà avec tout ça, vous vous dites, ah ouais, d'accord, quand même. Maintenant, Ichigo, le kanji en lui-même, veut dire Mamoru, c'est-à-dire celui qui protège. Et je pense que vous êtes d'accord avec moi pour ceux qui connaissent Bleach, Ichigo est un des personnages principaux qui dit le plus souvent ce mot, enfin qui le dit vraiment quasiment tout le temps, qui veut protéger, protéger, protéger ceux qu'il aime. Beaucoup plus que tous les autres personnages que j'ai pu croiser, en tout cas dans les connus, quoi. Il y a des personnes qui le disent aussi, mais ils sont plus réservés. Lui, il le dit vraiment beaucoup et ouvertement, surtout avec l'autre cruche, là, qui est toujours dans la merde, de Orihime. Et du coup, forcément, il le dit souvent, et du coup, ça représente bien Ichigo, du coup. Et on comprend maintenant pourquoi il le dit tout le temps, tu vois. L'autre partie, dans Kurosaki, là encore, on a deux kanji, donc je vais vous les mettre. Un, c'est le kanji du noir, la couleur noire, donc Kuroi. Et l'autre, c'est Saki, donc la partie Saki, qui veut dire en fait devant. Donc du coup, si vous mettez Kurosaki ensemble, on peut facilement construire une petite phrase, donc devant l'obscurité. Vous voyez le truc. Et du coup, si en forme Ichigo Kurosaki, on les met complètement ensemble, on a tout simplement une phrase qui est très belle. Celui qui protège la péninsule sombre. Donc la péninsule, c'est en gros le Seretai, c'est représenté par le Seretai, et c'est lui, il l'a dit depuis le début du manga, qui veut protéger le Seretai, parce que c'est un Shinigami. D'ailleurs le noir de Kuro vient justement du fait que le Shinigami porte du noir, hein, c'est pas pour rien. Donc voilà, c'est vraiment beau. Donc devant, celui qui protège la péninsule sombre, ce qui est juste magnifique, c'est vraiment ça que ça veut dire. Voilà, donc là tu te dis, d'accord, par rapport aux autres personnages des autres mangas, on peut comprendre quand même que Tite Kubo c'est un petit peu plus cassé le cul. Pas pour tous les personnages, je vais y venir. Là, si je viens avec Ishida Uryu, c'est un peu différent. Il y a toujours 4 kanji, donc 2 par le prénom et 2 pour le nom, et ils n'ont pas forcément toujours de lien entre eux et ils peuvent pas toujours faire des phrases, malheureusement, j'aurais espéré. Mais ici, on a un autre système, ce qui est aussi marrant et sympa. Donc Ishida veut tout simplement dire Ishi, donc pierre, et le Da, donc de rizière. Vous pouvez me dire quel est le rapport? Moi non plus, je ne sais pas. Pour la partie Uryu, on a donc la partie Uryu, donc le U de... Enfin, la partie... le kanji en fait de la première partie de Uryu vient de Ame, qui est donc la pluie. Et l'autre partie, donc le Ryu, veut dire dragon. Donc c'est vraiment le kanji du dragon. Je vais vous mettre un. Et du coup, on a donc pierre, rizière, pluie, dragon. Donc pourquoi pluie, dragon, pour le fond? Le seul truc qu'on s'est dit, c'est que, justement, étant donné que Ishida est un archer, on dit souvent, quand tu lances beaucoup de flèches, il y a une pluie de flèches qui t'arrive sur la gueule, tu vois. Et on peut se dire donc du coup que la pluie aurait un sens à ce niveau-là. Et dragon, parce qu'on peut se dire, c'est offensif, c'est un peu... ces flèches, on peut les voir comme des dragons parce qu'ils viennent du ciel, etc. Tu vois, il y a moyen de dire des choses, il y a moyen de faire des petites spéculations. Et rizière, il peut avoir un lien avec la pluie, mais bon, ça je pense pas que c'est très intéressant et important. Par contre, maintenant on va se dire, mais du coup je me suis dit, mais pourquoi... on va voir le père et le grand-père, parce qu'il a un père et un grand-père, et comment c'est fait. Et du coup, on est venu à la conclusion qu'en fait, tout simplement, les Japonais aiment faire ça, c'est-à-dire que souvent quand vous donnez un prénom à votre fils, ou à votre fille, enfin en tout cas ici c'est entre fils, vous allez donner en fait une partie, ils peuvent, hein, ça arrive, donner un des kanji
au fils, etc. Donc si on vient du grand-père, le grand-père s'appelait Ishida Soken. Donc Soken c'est le prénom. Et du coup là c'est le Ken qui a été donné au père qui s'appelle Ryu Ken. Tu vois, Ishida Ryu Ken. Et celui-ci a donné donc le Ryu de Aoryu. Donc si ça se trouve, Ishida, s'il a un fils, donnera la partie Ame à son fils. Donc là on a une autre façon de donner des noms aux personnages. Et vu qu'ici on a vraiment on va dire une famille qui a été connue et créée, là on voit ça a été fait comme ça. Malgré le fait qu'on comprenne pas pourquoi Ryu, on comprenne pas trop pourquoi la pluie, rizière, pierre et tout ça, mais là on comprend qu'il y a eu quand même, on donne une partie de notre prénom à notre fils, et je trouve ça vraiment très intéressant. Voilà pour le petit speech des persos qu'on a pu voir dans ces mangas. Vous avez pu voir que certains mangas sont allés beaucoup plus loin que d'autres, et ça veut pas dire que parce que tu vas très loin dans le truc, c'est forcément très intéressant. Dans le sens où, par exemple, Gon ou Killua, moi je trouve stylé comme nom, y a pas de souci. C'est juste que voilà, on se dit, voilà, il y en a qui se cassent un peu moins le cul que d'autres, ils vont juste chercher par rapport à une personnalité, par rapport à quelque chose, comparé à d'autres qui vont carrément chercher des phrases complètes, une signification profonde, et qui peut quand même faire la différence. Il me semble que dans Gintama, c'est un peu du même genre que dans Bleach, ils vont vraiment beaucoup plus loin au niveau des noms. Et c'est ce qui peut être intéressant, et c'est souvent drôle parce que des fois ils font des jeux de mots, etc. Et donc ça peut vraiment être hyper cool à savoir, donc n'hésitez pas à me dire si cette vidéo vous a plu ou si c'était trop longue, etc. De me dire pour que je fasse moins de personnages, mais du coup je puisse quand même analyser certains. Est-ce que vous voulez encore des personnages à analyser, d'autres mangas, des trucs moins connus? Et du coup voilà, j'ai fini la vidéo, j'espère que ça vous a plu, en tout cas moi ça m'a fait plaisir de vous parler de ça. Parce que c'est vrai que ça reste des personnages que nous côtoyons quasiment tout le temps, et le fait de savoir un petit peu plus sur eux, ça peut être vraiment un grand plus. Et donc voilà. Et ciao, bye bye, c'était Pyrrhux, mangez des pizzas, et à la prochaine. Jana.